Conakry, 17 mars 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. La question de l'éco, future monnaie commune de la CEDEAO au cœur d'une concertation à Conakry. Les experts échangent sur la transformation du capital humain en vue d'une intégration monétaire réussie. La patiente belge testée positive de coronavirus va mieux, son état s'améliore. Le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS en Guinée leur ont rendu visite au centre de traitement épidémiologique de Nongor. Et puis le concours national de recrutement au sein des forces armées se poursuit pour l'étape de la zone spéciale de Conakry. Les candidats sont soumis aux épreuves physiques et écrites à Dubrika. Mesdames et messieurs, bonsoir. La politique de la monnaie commune en Afrique de l'Ouest et les innovations technologiques en débat à Conakry. La rencontre réunit les cadres du ministère de la coopération et de l'intégration africaine avec les partenaires au développement. Il s'agit d'identifier les nouvelles opportunités visant à atteindre l'émergence. Ousmane Ba, reportage. Autour de ce déjeuner, ces spécialistes discutent des questions de développement. Sur fond d'intégration sous-régionale, la problématique de l'éco, future monnaie commune de la CEDEAO, est passée en revue. D'autres questions liées au marché commun, la transformation du capital humain sont également étudiées pour concevoir des politiques inclusives qui favorisent l'émergence des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était un moment de partage et d'échange à haut niveau. Des thématiques très importantes ont été évoquées. Des rencontres périodiques permettront un échange sur les enjeux de la coopération internationale, sur l'intégration au marché mondial, sur les dynamiques de coopération. Donc vraiment des thématiques très riches. Le gouverneur de la Banque centrale est intervenu avec un brio naturel. Il a campé un certain nombre de grands enjeux pour l'émergence de la Guinée en termes de politique économique, financière, commerciale. Donc c'était un très beau moment de coopération. Outre l'intégration monétaire qui nécessite la suppression des barrières transfrontalières, la révolution de l'économie numérique pour accroître l'employabilité des jeunes et des femmes sont des facteurs d'espoir pour la CEDEAO. Aujourd'hui, tout se fait par voie Internet. Donc, avoir des cartes d'identité numériques, c'est important. Ça nous permet de pouvoir être à des endroits et qu'on ne se trompe pas sur qui est là. Aujourd'hui, la Guinée a signé l'accord avec ce qu'on appelle le e-trade. Donc, aujourd'hui, le commerce numérique aussi va passer par chez nous. Donc, c'est pour ça et ça, c'est de l'innovation. Tout ça, c'est de l'innovation. Aujourd'hui, nous devons tout faire dans tous les domaines, utiliser les méthodes les plus pointues qui existent. Et c'est quand on utilise les méthodes pointues, c'est ça, innover, on arrive à faire un développement plus rapide et qui atteint le maximum de personnes. À date, plus de 300 plateformes sont interconnectées dans l'espace CEDEAO. L'économie numérique pourra, dans les 5 prochaines années, créer jusqu'à 5 millions d'emplois dans la sous-région ouest-africaine, selon le PNUD. Des jeunes qui se sont illustrés dans certaines activités socio-professionnelles sont présentés aux bailleurs de fonds afin d'être appuyés par ces derniers. Et puis, en plus bref, en image, une délégation de la CEDEAO séjourne à Conakry. Elle a échangé ce matin avec le ministre des Affaires étrangères sur l'évolution du processus électoral en Guinée. Mamadi Touré et le chef de mission de la CEDEAO ont évoqué également des dispositions prises pour la tenue du scrutin législatif et référendaire du dimanche. Nous y reviendrons. Les Guinéens sont donc appelés aux urnes le 22 mars prochain au compte des élections législatives et référendaires. Un double scrutin qui intéresse les experts électoraux du continent. 90 observateurs venus de 15 pays africains sont déjà à Conakry. Cette équipe entend veiller à la transparence du scrutin. Mamadi Terna-Kamissoko signe le reportage. Le 22 mars prochain, les Guinéens ont rendez-vous avec l'histoire pour les élections législatives et le référendum constitutionnel. Un double scrutin qui compte attirer de nombreux regards extérieurs. Dans le but de suivre de près ce vote, une coordination des experts électoraux africains est à Conakry. À travers 2 grandes plateformes de la société civile du continent, cette coordination va déployer dans les 38 circonscriptions électorales du pays 90 observateurs venus de 15 pays africains. La mission d'observation de la coordination des experts électoraux africains compte déployer 90 experts électoraux internationaux venant de Cameroun, Nigeria,
Tchad, Bénin, Togo, Afrique du Sud, Kenya, Gabon, Guinée équatoriale, Tunisie, Mali, Sénégal, Tanzanie, Côte d'Ivoire et Burkina Faso sur toute l'étendue du territoire national pour veiller au bon déroulement de ce double scrutin. L'équipe a déjà rencontré l'ensemble des acteurs du processus électoral. Des remarques et suggestions de 3 semaines de constat sur le terrain ont été remontées à qui des droits. Ces acteurs de la société civile du continent invitent surtout la population guinéenne à un vote apaisé afin que ce pays retrouve sa sérénité habituelle. Nous souhaitons honnêtement que les hommes politiques de ce pays puissent éduquer leurs militants ou leurs électeurs des valeurs républicaines et civiques afin qu'ils ne cèdent pas à la violence. C'est la même chose aussi à la société civile guinéenne. Ils ont de pouvoir, n'est-ce pas, faire la promotion de la paix et surtout les religieux. Surtout les religieux. Vous êtes un pays franchement religieux. Si ils peuvent faire passer la nouvelle de paix, de quiétude, ça serait une très bonne chose. Et que ça soit la Guinée qui gagne et que ça ne soit pas un individu. Dès lundi, lendemain des élections législatives et du référendum constitutionnel, la coordination des experts électoraux africains présentera son rapport préliminaire sur la journée électorale. Justement, à propos du scrutin du dimanche, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe l'opinion publique et les parties prenantes que le fichier électoral biométrique guinéen en vue de double scrutin législatif et référendaire de ce 22 mars comportera 5 325 138 électeurs au lieu de 7 764 130 électeurs. Je reprends, comportera donc 5 325 138 électeurs au lieu de 7 764 130 électeurs. Ces mutations enregistrées par le fichier électoral sont la conséquence de l'audit que vient de conduire à la demande de l'État guinéen la mission d'appui technique mandatée par la commission de la CEDEAO. Le rapport d'audit relève, entre autres, que l'anomalie qui a le plus d'impact sur le fichier électoral reste la présence de 2 438 992 électeurs sans aucune pièce justificative. Ce sont des personnes qui existaient dans la base de données mais qui ne se sont pas présentées devant le kit biométrique lors des dernières opérations d'enrôlement en novembre 2019. Le rapport d'audit a ainsi recommandé la mise à l'écart de ces électeurs pour les présentes élections en attendant les prochaines opérations d'établissement de listes électorales. Le rapport recommande également la radiation de 93 électeurs présentant des erreurs sur leur date de naissance. Le président de la CENI s'est compté sur l'engagement des électeurs et de tous les citoyens afin de réussir un scrutin apaisé, signé Maître Amadou Salif Kébi. Et puis la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique, les parties prenantes au processus électoral, les partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les usagers que les laissez-passer qui avaient été édités pour le scrutin du 1er mars 2020 sont caducs et de nul effet. Elle informe que de nouveaux laissez-passer pour le double scrutin du 22 mars prochain seront émis pour les ayants droit par l'unité spéciale de sécurisation des élections UCEL. La CENI voudrait rappeler qu'aucune dérogation ne sera permise, tout comme il n'y aura aucune substitution à ce document dont nul ne doit ignorer le caractère officiel du document. La CENI s'est comptée sur la bonne compréhension et le civisme de chacun et de tous. L'autre image de l'actualité nationale, le Conseil économique et social a ouvert les travaux de sa première session ordinaire ce mardi à Conakry. La session a planché sur plusieurs questions d'actualité. Il s'agit entre autres de la problématique du foncier et la gouvernance économique. Yaya Silla a suivi la rencontre.
Après 3 mois de l'année en cours, les 45 conseillers du Conseil économique et social se retrouvent en session ordinaire. Cette assemblée générale se tient dans un contexte de crise politique et sanitaire particulier. Au cours de cette première session, le Conseil économique et social se penchera sur 4 thèmes d'actualité, dont la problématique foncière. L'État doit anticiper et aménager, faire le plan directeur national pour notre pays, le plan d'aménagement de tout le pays et toutes les communes, les préfectures. Et si on a ça, ensuite on a les documents, les titres fonciers, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc il faut respecter la loi, mais l'État doit prendre aussi le temps à aménager et à attribuer les titres aux endroits. L'importance de l'infrastructure dans le développement de la pêche et de l'aquaculture en Guinée, la gouvernance et la compétitivité sont aussi des thèmes débattus. La pertinence du choix des thèmes traités est avérée, car elle prend en compte les préoccupations essentielles de Monsieur le Président de la République et de toutes les populations guinéennes. C'est pourquoi il me charge de vous adresser ses plus vives félicitations pour votre patriotisme et votre dévouement pour la cause de toute la nation. De même, il sait compter sur vos recommandations et suggestions qui lui sont destinées au terme de vos travaux et très utiles dans l'accomplissement de sa mission. Le Conseil économique et social de Guinée préside l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des pays membres de la francophonie 2019-2021. À ce titre, il conduit des programmes et projets de développement bénéfiques pour les pays francophones. Le thème de cette mandature donne une place importante au développement culturel, artistique, littéraire, cinématographique, sportif, vestimentaire et alimentaire, permettant de cimenter une harmonie sociale, une paix durable dans un environnement francophone où il fera bon vivre. Au cours de l'intercession, le Conseil économique et social s'est investi dans la recherche de solutions aux crises actuelles. Le travail est fait en synergie avec des ONG comme le groupe de contact national. Présentation ce mardi à Conakry du rapport d'études environnementales et sociales du projet d'exploitation de la bauxite de Télémélé. Les résultats sont mitigés. Les membres du comité technique d'évaluation ont porté des réserves et le cabinet d'études qui a réalisé cette étude a pris en compte des remarques. Les précisions dans ce reportage de Moussa Komara. C'est une opération aux allures de séduction. Face au comité technique d'analyse et d'évaluation environnementale, le cabinet SAMEC présente le rapport d'études environnementales et sociales du projet d'exploitation de bauxite de la société Tchengron Mining Development, un projet qui sera réalisé à Taïroy, dans la préfecture de Télémélé. On fait une étude sociale très approfondie, tout ce qui touche à la biodiversité. Alors des experts ont été sur le terrain pour faire une évaluation de la biodiversité et ça a porté sur tout ce qui est aspect pollution actuelle et future dans la zone de Télémélé, de Taroué, et pour proposer des mesures idoines de mitigation de tous ces impacts-là et pour que les populations puissent tirer le maximum de profit du projet et le minimum d'impact négatif du projet. Ce rapport de 150 pages n'est pas tout à fait exhaustif. Selon les spécialistes de l'environnement, des insuffisances sont constatées au niveau du cadre juridique et institutionnel et à l'état initial du milieu d'insertion du projet. Il faille les corriger avant d'être approuvés par les autorités du ministère des Mines. Ils ont parlé de certains textes d'application de l'ancien code de 1987. Vous savez que la Guinée a promulgué un nouveau code de l'environnement qui date du juillet 2019. Dans le cadre institutionnel, dans le même chapitre, les services qui sont impliqués dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, du rapport DIS, ils se sont contentés de les citer sans faire de commentaires sur le niveau d'implication des uns et des autres.
En Guinée, l'économie est essentiellement tournée vers le secteur minier, mais la plupart des entreprises minières ne respectent pas le code de l'environnement. Les responsables de cette société disent prendre toutes les dispositions pour préserver et protéger l'écosystème. Lorsque toutes les études seront terminées, que les impacts seront respectés à la lettre envers les populations, on a eu les consultations. On a déjà fait les consultations avec la population, les riverains, les communautés en général. À Taïroy, ce projet de grande portée économique et sociale prévoit la construction d'une route minière et un port de chargement des barges et le transport fluvial sous la Fatala. Dans un premier temps, la production annuelle va être de 5 millions de tonnes de bauxite et plus de 400 emplois directs et indirects seront créés dans une ville où le taux de vulnérabilité est important. Sur le front de lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS a inquiété au chevet de la patiente testée positive au coronavirus à Conakry. Selon les médecins, la santé de la femme belge s'améliore au centre de traitement épidémiologique de Nongo. Au cours de cette visite, la délégation a noté quelques difficultés qui touchent le bon fonctionnement de ce centre. Adia Toubari. Le centre de traitement épidémiologique de Nongo, où est hospitalisée depuis 6 jours la toute première patiente du Covid-19 en Guinée. Nos caméras n'ont pas le droit de la filmer, mais les autorités sanitaires discutent avec elle avec une distance de sécurité d'au moins 1 mètre carré. Chez la patiente de 46 ans, le traitement symptomatique administré par l'équipe médicale du centre évolue bien. Des soins offerts aux patients sont harmonisés par le ministère de la Santé et en fonction de l'état clinique de chaque patient admis. Tout le traitement qui y afférent, c'est-à-dire ayant trait à son état clinique, il va le bénéficier. Et donc, le suivi va continuer. L'idée pour nous, c'est de rompre la chaîne de transmission et augmenter la chance de survie. À Conakry, c'est le seul centre de traitement épidémiologique qui est identifié pour la prise en charge des patients porteurs de coronavirus. Avec une capacité d'accueil de 100 lits d'hospitalisation, environ 22 médecins et hygiénistes travaillent ici. Les différents échantillons des cas suspects du coronavirus prélevés sont examinés dans cet autre laboratoire de proximité de l'Institut national de santé publique. Ce n'est pas Corona qui nous a permis de se préparer, on était déjà préparés. Je leur ai dit que les réactifs qu'on utilise actuellement pour Corona, c'est des réactifs qu'on utilisait pour d'autres programmes. Donc avec ces rythmes, on risque d'avoir épuisement des stocks. Et donc vraiment c'est de tout faire pour nous aider à les avoir. Et bien entendu un véhicule pour les laboratoires, parce que jusque-là on n'en avait pas. Et pour le transport des échantillons. Des insuffisances que les autorités sanitaires et leurs partenaires promettent de corriger conformément au plan de riposte à l'épidémie de coronavirus en cours dans le pays. Les questions d'apporter certains aménagements, certaines améliorations au niveau du centre. Et je crois que ces aspects ont déjà été pris en compte grâce au soutien d'abord du gouvernement, le gouvernement qui a déjà pris toutes les mesures, et également nos partenaires techniques et financiers également. Bien entendu, les moyens à mettre à disposition ont été mentionnés. Il faut améliorer les infrastructures, les équipements, renforcer les capacités du personnel. Et je crois que tous ensemble, autour du plan de préparation et de riposte de la Guinée, nous allons aller dans ce sens-là. Avec ce premier cas de coronavirus confirmé déjà en phase de guérison au centre de traitement épidémiologique de Nongo, les autorités sanitaires renforcent davantage les dispositifs de prévention au niveau des points stratégiques, à l'image de l'aéroport de Conakry. Et puis, don de kit sanitaire au ministère de la Santé, c'est un don du ministère de la Jeunesse composé de plusieurs objets qui visent à protéger les agents de santé contre le coronavirus. Aboubakar Bangoura, Bakari Bambakonde. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune vient en appui à son homologue de la santé et de l'hygiène publique. Il offre ce lot d'équipements composé de kits sanitaires, d'eau de javel, des cache-nez, des gants de protection, entre autres, contre le coronavirus. Ce geste fait suite à l'annonce du premier cas confirmé du coronavirus en Guinée. Nous exprimons toute la disponibilité du ministère de la Jeunesse
en termes de réflexion, en termes d'action, en termes d'initiative. Suite à cette remise, le ministre de la Santé a remercié son homologue pour cette intervention hautement sensible. Le médecin colonel Rémi Lama invite la population à la vigilance et la rassure de l'engagement du gouvernement et de son département dans la lutte contre ces fléaux. Il est le premier militaire dans le gouvernement de Alpha Condé à prendre cette initiative, à venir nous proposer ce service, à venir nous proposer, nous faire don de kits. Donc c'est extrêmement important de le signifier. Et je puis vous garantir que, il vient de le dire tout à l'heure, qu'il met également à disposition des jeunes animateurs sociaux qui vont être mobilisés au niveau de la ville, dans toutes les préfectures, pour sensibiliser dans nos langues locales, et également ils détiennent des flyers qui vont être mis à disposition et nous les placerons dans toutes nos structures sanitaires. La distribution de ces kits sanitaires a commencé ce mardi par cette ONG en collaboration avec le ministère de la Santé. L'opération devrait s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Dans le même registre, en Afrique, une trentaine de pays touchés par la pandémie. Ailleurs dans le monde, la France passe sur le confinement accru, écoles et restaurants fermés et les déplacements limités. Les activités sportives sont au ralenti. Voici le nouvel traité sous forme de télégramme à l'image avec Ali Badara Kondi. 30 pays africains sont désormais touchés par le coronavirus. Au total, le continent a enregistré 10 morts et 450 cas confirmés. Avec 65 cas, l'Afrique du Sud est le pays le plus contaminé. En Afrique de l'Ouest, le Libéria est le dernier à recenser un cas d'infection. Le Sénégal, lui, compte le plus grand nombre dans la sous-région. 25 patients sous traitement avec 2 cas de guérison. Au nord du continent, l'Algérie compte 54 cas. Progressivement, certains gouvernements annoncent la suspension des liaisons aériennes avec des pays européens fortement ébranlés par le Covid-19. Depuis 12 heures, la France est officiellement entrée en période de confinement. Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait une brève allocution sitôt les 12 coups passés. Le locataire de la place Beauvau a ainsi déclaré que la France a mis en place les mesures de confinement les plus strictes d'Europe en soulignant que les activités collectives sont interdites pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. Avec l'accélération de l'épidémie de Covid-19, la Russie change de braquet. Le gouvernement a annoncé la fermeture quasi totale des frontières de la Russie aux étrangers. Le pouvoir ne décrète pas d'état d'urgence, mais place le pays en régime de mobilisation renforcée. Alors que le monde du sport est paralysé par la pandémie de coronavirus, le sort de l'Euro 2020 a été tranché. L'UEFA a annoncé mardi reporter la compétition européenne à l'année suivante. L'option des Euro à huis clos semblait difficilement concevable et il semblait logique que l'UEFA privilégie un report à une annulation de la compétition, importante source de droits télévisés. Et pour être complet, retenez que le CHAN, initialement prévu du 4 au 24 avril au Cameroun, est reporté pour le mois de juin 2020 par la CAF en cause de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Et puis à Conakry, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a décidé d'arrêter toutes les activités sportives de grande affluence. Autre chose au plan national, lancement du BRICA des épreuves du concours national de recrutement au sein des forces armées guinéennes. Cette étape concerne les candidats de la zone spéciale de Conakry. Le point avec le sergent Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Après les 33 préfectures du pays, la Commission nationale de recrutement 2020 est enfin à Conakry. Ce lundi, elle a procédé au lancement des épreuves du concours de recrutement national dans l'armée. Cette opération se déroule dans la localité de Djubreka. Nous venons d'entamer les 5 communes de Conakry. La présélection qu'ils ont effectuée, les noms qu'ils ont retenus, c'est les mêmes personnes. Depuis le matin, nous sommes avec le secrétaire général de la commune de Kaloum qui fait l'appel. Nous suivons avec notre liste
et nous couchons ensemble les absences et ceux qui ont des anomalies avec les noms ou les numéros de téléphone, on les confronte aux documents des candidats. Donc après l'appel, nous avons décanté en 2 groupes, ceux qui ont bac et plus ensemble et ceux qui ont moins de bac. Cette étape concerne les candidats de la zone spéciale de Conakry. Pour cette journée, la commission a évalué les candidats de Kaloum en présence des autorités de la dite commune. Avec la volonté du chef de l'État d'impliquer les autorités à la base dans le recrutement, et notre présence fondamentale, c'est pour ne pas que d'autres tiers interprètent que la liste qui a été transmise par l'autorité communale a été modifiée en cours de route. Du début de la course jusqu'ici, l'appel pour le moment, on n'a pas vu quelque chose d'anomalie. Tout a été passé dans la plus grande transparence. En plus des épreuves physiques, notamment la course sur une distance de 8 km pour les garçons, 6 km pour les filles, les abdominaux, les pompes, les candidats sont aussi évalués dans les matières comme le français et la mathématique. Ça n'a pas été aussi du tout facile, mais on a pris seulement du courage et puis c'est ça. On a été aussi encouragé par les dirigeants. Pour rappel, depuis le 22 janvier dernier, la Commission nationale de recrutement 2020 est entrée en action. L'équipe dirigée par le général de brigade Oumar Sanou a mis en place un dispositif sanitaire pour non seulement gérer les cas de malaise, mais aussi observer et faire respecter les mesures d'hygiène. Et puis à propos de ce communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. La Commission nationale de recrutement au sein des forces armées informe les candidats que les épreuves d'évaluation pour la zone spéciale de Conakry ont débuté hier lundi à 4h30 au camp Kwame Nkrumah du kilomètre 36 avec le programme ci-dessous. Lundi 16 mars, commune de Kaloum. Mercredi 18 mars, commune de Dixine. Jeudi 26 mars, commune de Matam. Samedi 28 mars, commune de Ratoma. Lundi 30 mars 2020, commune de Matoto. Toutes les épreuves commencent à 4h30, les jours indiqués pour chaque commune, signé le directeur général Alaï Selou Kamara. Dans la région forestière, l'université de Zirikouré enregistre de bons résultats. Les réformes menées par les nouvelles autorités de l'institution marquent des points. Les programmes s'améliorent. L'aménagement des espaces verts constitue l'autre volet de ces réformes. Lancé Kamisoko est notre correspondant permanent dans la région. Le rectorat de l'université de Zirikouré entame un vaste programme d'aménagement des espaces verts au sein de ce temple du savoir. Des activités faisant partie intégrante de l'ambition du professeur Alpha Condé pour l'enseignement guinéen. Et cette ambition consiste à valoriser les compétences internes des institutions respectives pour les mettre au service du développement de notre pays. Nous avons initié ce projet d'espace vert, d'aménagement de l'université, tout en mettant à contribution la faculté de l'environnement qui elle s'occupe de la partie espace vert. L'objectif de ces travaux est d'offrir un meilleur cadre de travail aux étudiants et encadreurs. Nous remercions le recteur d'avoir effectué ces travaux à l'université de Zirikouré. Je suis très heureux de voir ces travaux parce qu'après nos petits frères qui vont venir seront très à l'aise. Autre réforme majeure engagée à l'université de Zirikouré, le lancement des actes de recherche selon les compétences et la décentralisation des services techniques. Il y a eu la nomination des chefs de programme, c'est-à-dire des directeurs de programme au niveau de chaque département. Une première. Vous voyez, c'est des arrêtés qui traînaient dans les terroirs qui n'ont jamais été mis en application. Cet aménagement d'espaces verts et les actes de recherche sont financés sur fonds propres de l'université de Zirikouré. Au terme de ces projets, l'institution voudrait se hisser au rang des meilleures universités de la sous-région. Merci, Lancé Camille Soko. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.